Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici le sommaire. 15 octobre, une date dédiée aux femmes rurales. Elle représente un quart de la population mondiale et travaille comme agricultrices, entrepreneurs dans la pérennité des communautés en zone rurale. On en parle en début d'édition. Vous travaillez dans un environnement extrêmement froid. Attention, cela peut être dangereux pour votre santé, voire mortel. Les conséquences d'une exposition prolongée au froid sont à découvrir dans un instant. Et puis, on parlera des villes, ce milieu physique et humain où se concentre une population qui organise son espace en fonction de ses besoins, de ses activités propres et de son environnement. Nous démarrons cette édition par une brève. La saison touristique 2020-2021 s'ouvre au Bénin ce jeudi 15 octobre 2020. C'est à travers l'ouverture du parc cynégétique de la Pendjari. Ce parc renoue ainsi avec les visites des touristes en provenance de divers horizons. On parle à présent des femmes rurales. Elles constituent un maillon essentiel de la main-d'œuvre agricole. Ces femmes sont en première ligne dans la chaîne de production et de commercialisation des denrées alimentaires. Ce 15 octobre, leur dédié pour reconnaître le rôle décisif qu'elles jouent. C'est aussi l'occasion d'offrir aux femmes plus d'opportunités et de renforcer leur résilience à la suite de la Covid-19. Nadège Omoladesani. Elles travaillent la terre pour assurer la sécurité alimentaire dans le monde, mais n'ont pas un accès sécurisé au terrain. Les femmes représentent environ 43% des travailleuses agricoles dans le monde, selon ONU Femmes, et 70% de la main-d'œuvre dans certains pays. Malgré cette contribution significative à la sécurité alimentaire, de nombreuses femmes sont limitées dans leurs droits. Dans les familles, il y a des discriminations lorsqu'on parle des questions de l'accès au foncier. Et il y a aussi des défis aussi parce que pour la plupart du temps, nos femmes n'ont pas la chance d'accéder facilement à l'éducation, n'ont pas aussi accès à l'information, par exemple pour ce qui concerne le crédit. Des barrières structurelles dues en partie aux pesanteurs sociales qui empêchent de nombreuses femmes d'avoir un accès sécurisé à la terre, aux moyens de production, aux ressources financières et à une rémunération équitable à celle des hommes. Au Bénin, plusieurs organisations de défense des droits de la femme en ont fait leur combat. Elles s'emploient à rétablir les femmes rurales dans leurs droits. Les leaders traditionnels sont les gardiens de la tradition. Donc on arrive à faire des plaidoyers à l'endroit de ces acteurs pour que ils puissent lever les réserves qui font que la femme ne peut pas être propriétaire des terres. On a travaillé aussi avec les autorités locales au niveau des mairies. Nous avons aussi travaillé avec les instances de gestion foncière qui sont prévues par le code des organisations de femmes pour leur expliquer les nouvelles dispositions prévues par le texte sur le foncier. En milieu rural, les femmes sont en première ligne pour assurer l'éducation des enfants. Elles sont les principales actrices de la production, la transformation et le commerce des denrées alimentaires. Cette année, la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus en rajoute aux tâches quotidiennes qui pèsent déjà sur les femmes. D'après le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, la COVID-19 a eu une incidence plus marquée sur les activités agricoles des femmes que sur celles des hommes. Il est donc crucial de prendre des mesures spéciales pour soutenir la participation de la femme et adopter des politiques générales équitables en matière d'agriculture et surtout de sécurité alimentaire. En milieu professionnel, nombreux sont ces agents qui s'exposent au froid jusqu'à une température de 15 degrés. Cette situation peut avoir des risques plus ou moins graves sur la santé des salariés. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée au froid? Élément de réponse dans ce reportage. Moins 31 degrés Celsius à l'intérieur de cette chambre froide et 30 degrés à l'extérieur. Charles brave le froid pressant de cette chambre froide pour répondre aux commandes des clients.
Il y entre pour chercher le poisson et ressort quelques minutes après. Au début, c'est un peu difficile, c'est-à-dire quoi? On a peur d'y entrer, mais avec le temps, quand on s'adapte à ça, même sans les tenues, on rentre facilement. Comme lui, Simon travaille aussi dans une chambre froide. Là-bas comme ici, la fraîcheur dépasse les moins 30 degrés Celsius. Leur aller-retour incessant dans ce milieu frigorifique peut paraître à première vue sans risque. Et pourtant, lorsqu'on pénètre dans la chambre froide, lancée à pleine puissance, on souffle dans notre peau. À notre sortie, nous avons les mains dures, nous avons le nez qui coule, nous ressentons des douleurs. Quand je sors de la chambre froide, je me mets souvent au soleil pour me réchauffer avant d'y retourner. Des conditions de travail qui ne sont pas sans effet sur la santé. Le travailleur qui travaille de façon permanente, c'est son travail de rester dans un milieu frigorifique, le véritable risque, c'est l'hypothermie. C'est très dangereux pour la personne si la personne dure dedans. On peut même en mourir. La symptomatologie est faite surtout de friction, puisque la température du corps humain est liée à la température du sang. Donc, quand la température baisse au niveau du sang jusqu'à un degré donné, la personne a tellement froid qu'il frissonne. Il peut avoir des crampes, il peut avoir même de douleurs au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau de l'ORL par exemple, au niveau du nez, il peut y avoir de congestion nasale, il peut y avoir une rhinorrhée, c'est-à-dire il peut y avoir des écoulements. Mais c'est surtout les frictions qui constituent les signes d'alerte. Travailler en permanence dans un environnement froid pourrait donc non seulement être dangereux pour la santé, mais aussi mortel selon les spécialistes. Écourter les durées d'exposition au froid pour préserver sa santé est certes nécessaire, mais il importe de privilégier des vêtements assurant le meilleur compromis entre le niveau de protection et les exigences inhérentes à la tâche à effectuer. À présent, parlons des villes. Elles sont des espaces de concentration humaine qui participent au développement socio-économique des pays selon leur statut ou leur taille. Au Bénin, plusieurs villes sont devenues des pôles d'attraction des populations et d'attractivité économique. Comment les villes sont-elles planifiées comme pôles de développement? Une question à laquelle Daniel Humpevi, urbaniste, nous donne ici quelques réponses. Nos villes aujourd'hui sont nées d'abord spontanément. Lorsque vous remontez l'histoire dans des villes béninoises, les villes ont leur propre histoire. L'histoire de Porto-Novo est différente de l'histoire de Ouidah et l'histoire de Ouidah est différente de l'histoire de Cotonou. D'accord? Je prends le seul exemple de Cotonou pour dire la ville de Cotonou est partie du WAF, qui a été l'embryon du port autonome de Cotonou. Donc le besoin de débarquement des colons qui cherchaient où débarquer pour pouvoir s'approvisionner en matières premières. Mais à partir du moment où Cotonou est parti de cet intérêt, c'est devenu une attractivité. Ça a commencé par appeler les populations des environs, les Hula, les fonds ont commencé par arriver. Les populations de Ouidah également ont commencé par délaisser Ouidah pour venir à Cotonou parce qu'il y a un intérêt à Cotonou. Alors lorsque les gens commencent par s'agglomérer dans un espace, parce qu'ils ont besoin d'habiter quelque part, ils ont besoin de circuler, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de se distraire, intervient la notion de planification. Et aujourd'hui, l'histoire de nos villes au Bénin a montré que les documents de planification n'ont pas suivi. La plupart du temps, nous n'avons pas planifié nos villes. Donc, nos villes n'ont pas été planifiées. Et lorsque des documents de planification ont existé, nous avons fait beaucoup d'études aujourd'hui qui ont montré que ces documents n'ont pas été mis en œuvre. Il y a eu des efforts qui ont été menés par les pouvoirs publics en termes d'assainissement des voies, en termes de pavage des voies, en termes de bitumage des voies. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, il ne revient pas aux populations de raccorder les eaux des cuisines aux caniveaux. Il ne revient pas aux populations de prendre les ordures des maisons et aller les jeter sur les routes qui ont été pavées, qui ont été aménagées par l'État. Lorsque l'État investit de grands moyens aujourd'hui pour construire les caniveaux, les collecteurs, pour construire aujourd'hui les voies pavées, le citoyen doit participer à la propriété du cadre de vie, au maintien du cadre de vie. Autre information dans cette édition à travers le condensé de quelques faits marquants de l'actualité nationale, c'est la nation en bref et en images avec Ulvaeus Balogun.
Le Bénin de retour sur le marché financier. Le Trésor public envisage de mobiliser 20 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA le 22 octobre prochain. Une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor de maturité respective de 5 ans et 7 ans avec des taux d'intérêt chiffrés à 6% et 6,40% l'année. Cet emprunt fait suite à celui du 8 octobre dernier où le Bénin a récolté plus de 21 milliards de francs CFA. Et comme dans le cas de cette dernière opération, le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance. Annoncé dans l'agenda numérique 2020, le fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique a été rendu opérationnel avec le lancement du financement Oumandera. À travers ce financement, les startups béninoises peuvent bénéficier d'un appui financier direct non remboursable, mais elles devront avoir au moins 10% du montant total du besoin exprimé. Ce financement est destiné également aux jeunes pousses capables de fournir un service ou produit numérique et faisant une utilisation quantifiable et substantielle de technologies numériques dans la chaîne de valeur dans des secteurs tels que l'agriculture, la santé, le tourisme, l'éducation et les finances. Il faut rappeler que le fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique s'inscrit dans la vision du gouvernement d'asseoir un écosystème viable et solide pour l'entrepreneuriat numérique. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin vient de s'engager dans la campagne du consommons local à travers l'initiative « Soutenons nos petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries ». L'institution consulaire a ainsi décidé de donner de la visibilité aux productions béninoises en apportant sa contribution pour aider les producteurs à relever le défi de proposer des produits de qualité et en quantité aux consommateurs. Et pour ce faire, les producteurs, promoteurs et commerçants sont invités à se rapprocher de la CCIB afin de remplir les conditions adéquates pour bénéficier de cette opportunité. Direction la République démocratique du Congo. Le pays se prépare aux fortes pluies alors que c'est le début de la saison humide. Comment autorités et populations se préparent-elles pour gérer les risques de catastrophes? Élément de réponse avec nos confrères de France 24. Des milliers de tonnes de déchets plastiques, c'est ce que ramassent ces employés de la commune de Bandalungwa à Kinshasa. Une opération de curage destinée à éviter les inondations. Car en s'accumulant, ces déchets empêchent l'eau de s'écouler normalement. Ce sont de bouteilles en plastique que les gens ont jetées dans les caniveaux. Et nous sommes obligés de curer à tout moment nos caniveaux, au moins une fois par an. On fait vite pour éviter que notre population puisse avoir des inondations. À quelques jours du retour des fortes pluies, le compte à rebours est lancé pour les autorités de Kinshasa, mais aussi pour ses 14 millions d'habitants. Dans la commune voisine de Selembao, le problème n'est pas l'accumulation des déchets, mais l'érosion. Francisca, une habitante du quartier, nous montre l'étendue des dégâts de l'année dernière. Partout là-bas, il y avait des maisons. Jusque là en bas. Ici, l'absence de voirie empêche l'évacuation des eaux de pluie qui, en dévalant les collines, provoquent des glissements de terrain. Alors les habitants se débrouillent comme ils peuvent pour éviter la catastrophe. Nous achetons des sacs, on met les sables, on les classe comme ça pour éviter que l'eau qui vient du principal, ça ne puisse même pas déranger les voisins ici. On a peur, comme on a déjà perdu nos collègues, nos voisins, nous entendons notre tour. Pour ce spécialiste, les mesures mises en place ne suffisent pas. Il fustige les constructions anarchiques dans des zones inondables. Nos villes ne sont pas bien pensées. Et ces zones-là, à risque, vous allez remarquer ces zones qui ont été occupées d'une manière spontanée. Il n'y a pas eu une organisation préalable pour que les gens puissent habiter. Chaque année, les inondations provoquent d'importants dégâts dans la capitale congolaise. Au moins 50 personnes ont perdu la vie l'année dernière. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.